On connaît tous ce sentiment, non? Le réveil sonne et on a l'impression de commencer la journée avec une batterie déjà à plat. On se dit toujours: «Ah, si seulement j'avais plus d'énergie». On en parle comme ça, comme d'une simple pile, mais si c'était en fait bien plus complexe et bien plus fascinant que ça. Aujourd'hui, on se plonge dans un ensemble de documents qui, à première vue, n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. On a des textes sur la philosophie chinoise et le fameux Qi, de la psychologie sur l'état de flow, des analyses sur la fatigue et même des études hyper pointues sur la biologie de nos cellules. C'est un sacré mélange, c'est vrai. Notre mission, si on l'accepte, c'est de trouver le fil qui relie tout ça. Comment est-ce qu'un concept philosophique millénaire peut nous éclairer sur notre coup de barre de 15 heures devant l'ordinateur? Quel est le lien entre la façon dont on respire et notre capacité à se concentrer à fond? C'est un voyage, en fait, qui va nous emmener du cosmos jusqu'au cœur de nos cellules, pour tenter de mieux maîtriser notre propre vitalité. J'adore l'idée. Alors, commençons par le début. Avec ce concept qui traverse les millénaires, le Qi. D'après nos sources, le Qi, ou Qi en japonais, est décrit comme un flux d'énergie naturel. Ce qui m'a frappé, c'est que ce n'est pas quelque chose que l'on a, mais quelque chose que l'on est. La nuance est énorme. Elle est fondamentale. Ça change toute la perspective. La vision occidentale, c'est « je dois faire le plein d'énergie ». La vision du Qi, c'est « je suis un canal pour une énergie qui est déjà partout ». D'ailleurs, la source sur la cosmogonie chinoise précise que le Qi préexiste même au concept de yin et de yang. C'est le souffle originel, quoi. La vibration première? C'est ça. La vibration première qui, en se polarisant, a créé tout ce qui existe. Ce n'est donc pas juste une énergie personnelle, c'est le tissu même de l'univers. Et ce tissu, il circule en nous? L'article mentionne des méridiens, des sortes de canaux, et des centres énergétiques, les dantian. Le plus connu serait juste sous le nombril, c'est ça? Oui, c'est le centre de gravité énergétique du corps. L'objectif de pratiques comme le Qigong, c'est pas de créer de l'énergie, c'est d'apprendre à mieux la faire circuler, à enlever les blocages, pour que ce flux soit plus harmonieux. C'est une question d'alignement. C'est fou de se dire qu'une idée philosophique aussi ancienne, ce souffle qui nous traverse, décrit avec une précision incroyable ce qu'un psychologue moderne appelle être dans la zone. C'est la même sensation de fluidité, mais avec des mots différents. Le lien est si direct. Le parallèle est saisissant. On passe d'un concept philosophique à une expérience psychologique très concrète, le flow. C'est cet état de grâce où on est tellement absorbé par une activité que tout le reste disparaît. On est complètement dans l'instant. Attendez, quand on regarde les composantes décrites dans la source, ça a l'air presque mystique, hein. Concentration intense, perte de la conscience de soi, sensation de contrôle, distorsion du temps. Concrètement, pour un sportif comme Pelé, cité en exemple, ça veut dire quoi? Il oubliait qu'il était sur le terrain? C'est une excellente question. Perte de la conscience de soi, ça ne veut pas dire amnésie. Non. Ça veut dire que le critique intérieur, cette petite voix qui juge, qui doute, elle se tait. Il n'y a plus Pelé qui joue au foot, il y a juste le jeu. Le pilote Ayrton Senna décrivait ça en disant qu'il ne pilotait plus, il faisait corps avec la voiture. C'est cette fusion totale. Et il y a ce mot un peu barbare dans l'article, une activité autotélique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le dire simplement, ça veut dire que le simple fait de faire l'activité est sa propre récompense. On ne court pas pour la médaille, on court pour le plaisir de courir. L'énergie n'est pas dépensée pour un but futur, elle est générée et appréciée dans l'instant. Cet état de flow, c'est l'idéal. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, on est à l'opposé, dans le brouillard, la fatigue. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on tombe en panne d'énergie? Pour y voir plus clair, il faut faire une distinction cruciale que l'une des sources met bien en avant. Il y a deux types de fatigue. D'abord, la fatigue physique. C'est le corps qui dit stop. On la connaît. Lourdeur dans les jambes, muscles qui tirent. C'est souvent lié à l'effort, au manque de sommeil ou à des carences. Fatigue mentale. Ah, celle-là, elle est plus sournoise. Le brouillard cérébral, ça me parle tellement. C'est ce moment où on entre dans une pièce et on a un blanc total sur ce qu'on venait y faire. C'est bien de ça dont on parle. C'est exactement ça. Difficulté à se concentrer, trop de mémoire, irritabilité. C'est l'esprit qui est à court de jus. Les causes sont typiques de notre époque. Surcharge d'infos, stress chronique, hyperconnexion. Mais le point le plus important, c'est qu'elles ne sont pas dans des boîtes séparées. Elles s'alimentent l'une l'autre. Voilà, dans un véritable cercle vicieux.
Donc en gros, si je suis épuisé mentalement par mon travail, je n'aurai aucune motivation pour aller faire du sport le soir. Ce qui va affaiblir votre corps. Et si mon corps est épuisé, ma concentration le lendemain sera catastrophique. C'est la spirale. Et au centre de cette spirale, il y a un coupable majeur. Le manque de sommeil. Une des sources parle de dette de sommeil. Chaque heure en moins s'accumule et impacte tout le reste. Ça perturbe notre glycémie, du coup on a des envies de sucre, le fameux coup de fouet rapide. Qui est suivi d'un crash encore plus grand. Exactement. Et ça tue la motivation à bouger. On entre dans ce cycle. Fatigué, on mange mal, on ne bouge pas, ce qui nous fatigue encore plus. D'accord, on a les symptômes, le cercle vicieux, mais si on ouvrait le capot, c'est quoi le moteur biologique de tout ça? Au fond de nous, d'où vient cette énergie? On passe du macro au micro. Une des sources nous emmène au cœur de nos cellules. Et elle nous présente nos centrales énergétiques, les mitochondries. On en a des milliers dans chaque cellule. Et il y a un chiffre dans cette source qui m'a complètement scotché. Elle dit qu'un adulte a besoin de l'équivalent de 83 kg d'ATP, la molécule d'énergie, par jour, mais qu'on n'en a que 250 grammes en stock. Oui, le chiffre est vertigineux. Il est essentiel. Mais attendez, 83 kilos, c'est plus que le poids de beaucoup de gens. Comment c'est possible? Ça veut dire que chaque molécule est réutilisée des milliers de fois par jour? C'est une usine de recyclage complètement folle. C'est exactement ça. Ce n'est pas une réserve, c'est un flux. Constant. Notre vitalité repose sur cette capacité de recyclage ultra rapide. Et dès que ça ralentit un peu, à cause du stress ou autre, on ressent la fatigue. Et pour que ça tourne à plein régime, il faut du bon carburant. Et c'est là qu'on parle de nutrition. J'ai vu des termes comme le coenzyme Q10 ou le resveratrol. Ça marche comment concrètement? On peut prendre une analogie simple. Le moteur d'une voiture. Pour qu'il tourne, il faut de l'essence. Ça, c'est l'oxygène et les nutriments. Mais il faut aussi de l'huile de haute performance. Ça, c'est le rôle du coenzyme Q10. Il est essentiel à la chaîne de production d'énergie. D'accord, l'huile, je vois. Et le resveratrol alors? Le resveratrol, qu'on trouve dans la peau du raisin par exemple, c'est comme un traitement anti-rouille de pointe. Il active des protéines qui protègent nos mitochondries du vieillissement. Il ne fait pas tourner le moteur plus vite, mais il assure qu'il durera plus longtemps. L'image est très claire. Donc on a des petites usines dans nos cellules qu'il faut bien nourrir. Mais au quotidien, comment on pilote tout ça? J'ai lu dans une des sources cette idée qui a changé ma façon de voir les choses. Gérer son énergie, pas son temps. C'est un changement de paradigme fondamental. Le temps, on ne peut pas le changer. Une journée fera toujours 24 heures. L'énergie, par contre, elle est fluctuante. Elle est limitée, mais on peut la renouveler. La vraie clé, ce n'est pas de caser plus de choses en une heure. C'est de travailler en harmonie avec nos cycles. La source parle de 4 dimensions de l'énergie, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Alors très concrètement, comment on fait pour renouveler cette énergie? La base des bases, le socle de tout, c'est le sommeil. Toutes les sources sont unanimes. Entre 7 et 9 heures par nuit. Voir le sommeil comme du temps perdu, c'est la plus grande erreur de notre culture. C'est un investissement. Un autre levier qu'on sous-estime souvent, c'est la lumière naturelle. Oui, c'est un outil incroyablement puissant. S'exposer à la lumière du jour le matin, même 15 minutes, envoie un signal très fort à notre horloge biologique. Ça lui dit « c'est le matin, réveille-toi ». Et cette synchro matinale permet de mieux préparer la production de mélatonine le soir. C'est un cercle vertueux. Ok, sommeil, lumière. Et le troisième pilier, c'est la respiration. On entend beaucoup parler de bien respirer, mais une source explique un mécanisme que je trouve fascinant, l'effet Bohr. Apparemment, on respire souvent trop. Comment c'est possible? C'est un paradoxe, n'est-ce pas? On pense qu'il faut se gaver d'oxygène et virer tout le CO2. Mais c'est une erreur. En situation de stress, on a tendance à hyperventiler, une respiration rapide, thoracique. On expire trop de dioxyde de carbone. Or, et c'est ça l'effet Bohr, le CO2 est en fait la clé qui permet à notre sang de relâcher l'oxygène dans nos tissus, nos muscles, notre cerveau. Donc si je respire trop vite, j'ai plein d'oxygène dans le sang, mais il reste coincé et il n'arrive pas là où il doit aller. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Trop peu de CO2 et la porte de livraison de l'oxygène reste fermée. C'est pour ça que des techniques de respiration lente, comme la cohérence cardiaque, sont si efficaces. Elles équilibrent le ratio et permettent une bien meilleure oxygénation. C'est un interrupteur direct pour calmer le système nerveux. Sommeil, lumière, respiration. On a de l'énergie. Mais pourquoi faire? Ça nous amène à la motivation. Une source distingue la motivation extrinsèque et intrinsèque. C'est la différence entre la carotte et le bâton et le feu intérieur. C'est ça? C'est une très bonne image.
L'extrinsèque, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Le salaire, la peur d'une punition, la pression sociale, ça fonctionne, mais souvent à court terme. C'est comme mettre du sucre dans le réservoir. Ça donne un coup de fouet, mais ça peut encrasser le moteur. À l'inverse de la motivation intrinsèque qui vient de nous. C'est quand on fait quelque chose par pur intérêt, par passion. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas binaire. C'est un continuum. Une tâche peut commencer comme une corvée, mais avec le temps, on peut y trouver un sens. Le Graal, c'est quand nos actions sont en parfaite harmonie avec qui nous sommes. Et c'est là que la boucle se boucle en fait. On revient à cette dimension spirituelle de l'énergie. Le but, c'est que nos « je dois faire ça » deviennent des « je choisis de faire ça parce que c'est important pour moi ». L'effort est le même, mais l'impact sur notre vitalité est radicalement différent. L'un nous vide. Et l'autre nous nourrit. Absolument. C'est ce qui transforme une contrainte en engagement. Et c'est la source d'énergie la plus durable qui soit. Faisons une petite synthèse. On est parti du chi, ce flux qui nous traverse. On a vu son reflet psychologique dans le flow. On a exploré la panne, la fatigue, en plongeant au cœur de nos cellules pour découvrir nos usines d'énergie, les mitochondries. Et on a terminé avec des outils pour piloter tout ça. La grande leçon, c'est qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas isoler un aspect. C'est une approche globale. Il faut bien nourrir nos mitochondries, respecter nos rythmes, utiliser notre souffle. Et surtout, aligner ce que l'on fait avec ce qui nous anime profondément. Gérer son énergie, c'est prendre soin de soi à tous les niveaux, du plus petit au plus grand. Et pour finir, il y a une idée dans l'article sur le flow qui ouvre une perspective fascinante. Toutes nos sources parlent d'énergie individuelle. Mais cet article mentionne le concept de team flow, le flux d'équipe. Ce moment magique où un groupe entier, des musiciens et une équipe de sportifs entrent dans une synergie totale. Une perspective très puissante en effet. Alors la question que ça soulève, c'est si nous apprenions tous, individuellement, à mieux gérer notre propre énergie, quel impact cela aurait-il sur notre capacité à créer de l'énergie collective, que ce soit au travail, en famille, dans nos communautés? Quelle synergie incroyable on pourrait atteindre si on était tous un peu plus dans la zone, mais ensemble.